Pour avoir une première trace dans un texte réglementaire des soins palliatifs, en France, il va falloir attendre 1986 avec ce qu'on appelle la circulaire Laroque. En fait, les soins palliatifs, on le sait, ont démarré dans les fins des années 60 en Angleterre. Et pendant ce temps-là, en France, il y a eu tout un mouvement de réflexion. On se rappelle que pendant les 30 glorieuses, la médecine triomphante pensait que du moment que quelque chose était possible, il fallait le faire. On avait de l'acharnement thérapeutique, on avait une espèce de vision de ce qu'on appelle l'utopie de la santé parfaite. Et contre tous ces mécanismes, les mouvements de pensée ont commencé à réfléchir et à dire que tout ça n'était peut-être pas la meilleure façon de s'occuper correctement de ceux qui étaient en train de terminer leur vie. Donc en 1986, Geneviève Laroque va écrire une circulaire dans laquelle on précise ce que sont les unités de soins palliatifs. Il y en a 2 ou 3 à l'époque en France, inspirées de ce qu'on appelle donc en Angleterre le mouvement des hospices. Il faudra attendre encore 10 ans de plus pour que, sous l'impulsion de Lucien Neuwirth notamment, soit votée la loi de 99, d'avril 99, qui va vraiment être l'élément fondateur des textes législatifs et réglementaires en France sur les soins palliatifs. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de 99, qui a été votée en plus à l'unanimité par l'ensemble des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat? Elle dit des choses très importantes. D'abord, elle va donner la définition, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, de ce que sont les soins palliatifs. C'est ce qu'on appelle dans le Code de santé publique l'article L 1110 alinéa 10 donc du Code de santé publique, qui dit les soins palliatifs, c'est quoi? Ce sont des soins actifs, continus, qu'on peut pratiquer à domicile, en établissement hospitalier, et qui permettent de lutter contre la douleur, de contrôler la souffrance, d'accompagner les proches et puis de respecter la dignité du patient. C'est ça aujourd'hui encore la définition légale des soins palliatifs. Ensuite, elle dit quelque chose d'extrêmement important. Tous les patients dont l'État le requiert ont le droit à des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'elle pose un principe républicain. Tous les patients sur le territoire de la République qui nécessitent les soins palliatifs qu'on vient de définir, eh bien, ils doivent les avoir. C'est une obligation. Dire que c'est complètement vrai aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir le dire, mais c'est pas sûr. En tout cas, la loi, elle nous dit c'est comme ça que ça devrait être. Et puis la troisième chose qui est également très importante, qui est dite dans cette loi de 99, c'est que les patients ont le droit de refuser un traitement, et notamment un traitement qu'ils jugent déraisonnable. On va y revenir. Donc ça, c'est 1999. Il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier dans cette loi de 99, c'est la place des bénévoles. C'est la première fois que est défini le rôle, la place des bénévoles d'accompagnement. Et puis va éclater quelques années plus tard une affaire dont on se rappelle encore un petit peu. C'est à propos d'un monsieur qui s'appelle Vincent Humbert, qui avait écrit un livre, une supplique au président de la République, avec sa mère, Marie Humbert. Donc des événements qui ont fait beaucoup travailler au niveau médiatique. Et puis il y a une commission parlementaire qui va se créer, et elle est présidée par Jean Leonetti. Et cette commission parlementaire va écrire une proposition de loi qui va finir également par être votée à l'Assemblée nationale, au Sénat, et qui est vraiment un élément important de cette évolution du dispositif législatif en France. Un tout petit peu avant, il y avait eu la loi dite de mars 2002, loi Kouchner, qui ne concerne pas vraiment la fin de vie et les soins palliatifs, mais qui avait mis en avant la nécessité de l'autonomie du patient, c'est-à-dire que le patient ne doit pas être un objet, mais un objet de soin, mais un sujet. On doit l'associer à toutes les démarches et il doit consentir à ce qu'on lui propose. Et puis, cette loi de 2002 avait aussi mis en place un dispositif qui va évoluer considérablement en 2005, qui est le dispositif de la personne de confiance. Donc en 2005, cette loi, qu'on appelle parfois la loi Leonetti, va mettre en place des choses extrêmement importantes. Le point principal, probablement, de la loi de 2005, c'est qu'il y a une véritable inversion du devoir du médecin. Jusqu'à 2005, la loi dit le devoir du médecin, c'est de
sauver la vie, de prolonger la vie à tout prix, quel que soit le prix, y compris finalement la souffrance du patient. C'était considéré comme le devoir du médecin. Et puis, avec cette loi d'avril 2005, on dit non. Si le médecin doit choisir, il doit choisir de soulager le patient et pas de maintenir sa vie à tout prix. Ça va être quelque chose d'extrêmement important. Par ailleurs, il explique que les médecins n'ont pas le droit de faire de l'acharnement thérapeutique. La loi appelle ça l'obstination déraisonnable, et donc ça c'est défendu à partir de cette loi d'avril 2005. Qui détermine ce qu'est l'acharnement thérapeutique? C'est d'abord le patient qui donc a le droit de refuser tout traitement. On a vu tout à l'heure que c'était déjà en place à partir de la loi de 99. La loi de 2005 va plus loin en disant quand le patient n'est pas capable de dire ce qu'il veut refuser en termes d'acharnement thérapeutique, eh bien il peut le dire de manière anticipée, soit il peut écrire des directives anticipées en disant si je suis dans telle ou telle situation, je ne veux pas telle ou telle chose, ou il peut également dire ses souhaits de refus à la fameuse personne de confiance dont on parlait tout à l'heure et qui va pouvoir témoigner du refus de tel ou tel traitement jugé comme déraisonnable par le patient qui a désigné cette personne de confiance. Donc on a là des éléments extrêmement importants qui sont mis en place par cette loi de 2005. Dernier élément qui va vraiment marquer l'évolution de la médecine, de la prise en charge des patients en fin de vie, c'est que la loi de 2005 dit « oui, c'est le médecin qui décide, qui continue à décider, bien sûr que c'est le médecin qui décide, mais pour pouvoir décider, il faut qu'il y ait auparavant une discussion collégiale. C'est-à-dire que l'ensemble des professionnels de santé doivent être associés à la décision, doivent être consultés, doivent pouvoir donner leur avis sur le caractère ou non déraisonnable. Et si la situation est déraisonnable, cela doit conduire à un arrêt de cette obstination déraisonnable et donc à un arrêt des traitements de maintien artificiel. Ce n'est pas le médecin tout seul qui peut décider. Il ne peut décider qu'une fois qu'il a pris la vie de tout le monde. Ça, c'est les grands axes de la loi de 2005 qui commencent à dessiner ce qu'on peut appeler la voie française en termes de législation sur la fin de vie. Et puis, va être votée la loi actuelle qui est la loi de 2016. Elle fait suite à ce qui avait été promis lors de la campagne présidentielle de 2012 et elle va, dans la continuité de la loi de 2005, préciser un certain nombre de choses. Ce qu'il faut en retenir, puisque c'est la loi qui s'applique aujourd'hui, c'est que cette loi dit le malade en fin de vie, il a 3 droits fondamentaux. Premier droit, c'est celui de ne pas être victime d'acharnement thérapeutique. On sait que ça, c'est vraiment quelque chose qui, chez les patients, est une crainte extrêmement forte. Les malades ont peur d'être victimes de cette obstination déraisonnable par des médecins qui feraient des choses qui ne seraient pas dans l'intérêt du malade, mais dans l'intérêt de la science ou je ne sais pas quoi. Et ça, la loi de 2016 définitivement dit c'est une pratique qui doit être bannie des pratiques médicales. Deuxièmement, elle dit que le malade doit voir ses volontés en termes de refus de tel ou tel traitement respectées. Et donc, quand un malade dit « je ne veux pas qu'on me fasse telle ou telle chose », eh bien le médecin a l'obligation de respecter ce refus. Troisième droit fondamental, c'est le droit pour tous ces malades en fin de vie de ne pas souffrir, de ne pas avoir de douleur, de mourir en paix. Et il est important de comprendre que cette voie française, cette voie législative, mise en place déjà par 99, c'est entre une voie extrême qui est le suicide médicalement assisté, l'assistance médicalisée au suicide, et d'autre part, le statu quo en disant le médecin, il est là pour maintenir la vie et quel que soit le prix de ce maintien artificiel en vie. C'est extrêmement important que ce modèle français, qu'on comprenne que ce modèle français, il est de plus en plus copié ou reproduit par un nombre très important de pays, que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs dans le monde.